Je m'appelle Bruno Moinard, je suis un architecte d'intérieur, un designer, un peintre, un observateur, et je suis sensible à la lumière, aux matériaux, à la simplicité. Comment est-ce que tout ça est arrivé? C'est arrivé quand j'étais un petit garçon. J'avais 9 ans et je savais déjà ce que je voulais faire. Mon père était tapissier en province. J'ai beaucoup travaillé avec lui, il m'a emmené partout, dans tous les salons, chez tous les clients. J'ai travaillé avec ses tapissiers, ses équipes, et la chance m'a orienté à Paris, où j'ai fait l'école des arts appliqués, Olivier de Serres. Tout de suite, je suis parti travailler en province, à Roanne, chez un architecte qui s'appelle Hubert Cormier. Et mon premier rendez-vous de chantier était dans une cuisine, et c'était dans la cuisine des frères Trois-Gros. Et puis je suis resté 6 mois à peu près à Roanne, et je suis revenu à Paris. Le hasard a fait qu'on m'a fait rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelait André Putman. Elle cherchait quelqu'un pour faire des dessins, pour faire des perspectives pour un projet d'une boutique Thierry Mugler qui avait été faite place des Victoires. Et puis elle m'a demandé si je voulais rester 2 jours avec elle. Et bien sûr, je suis resté 2 jours, je suis resté 4 jours, je suis resté 15 jours, et en fait je suis resté 15 ans. Donc c'est le démarrage de mon histoire, c'est cette période où on a travaillé de 80 à 95 pour des projets exceptionnels, pour la mode. J'ai travaillé avec tous les couturiers, j'ai travaillé avec des hommes politiques de l'époque parce qu'il y avait bon nombre de concours. Et donc j'étais dans l'ombre du personnage, j'observais et je dirigeais à peu près un bureau de 25 personnes à l'époque. Et c'était déjà de l'architecture intérieure et c'était déjà aussi de l'édition ou de la réédition de mobilier. Au bout de 15 ans, je suis parti. L'agence a été créée en 1996 et puis j'ai commencé à travailler pour mettre en œuvre des thématiques d'exposition. Et puis de là sont arrivés bon nombre de projets et extrêmement différents. Alors l'espace, il faut le créer différemment. Nous, on aime les proportions opposées, on aime les disproportions des portes extrêmement étroites et extrêmement hautes, ou extrêmement basses et extrêmement larges, des oppositions de matériaux aussi. Et puis on fait souffrir les bois, on lui projette du sable, ou bien on le brosse à la brosse métallique, ou on le remplit d'argent, ou on le remplit d'une matière qui va boucher les pores du bois, et on change et on détourne tout ça. On le fait aussi avec le marbre, avec des pierres, avec tout un tas de matériaux qui donnent l'impression d'avoir toujours existé, d'être naturels, mais finalement non, ils ont un petit plus, un petit polissage qui va changer la lumière dessus, qui va le rendre doux. Ce sera un galet, on aura envie de le toucher. Et notre architecture, elle est comme ça, elle est habitable, elle est douce, elle est conviviale, elle est chaleureuse. Elle est dessinée, elle est architecturée, elle est composée. Mais ce sont toutes ces directions, toute cette complexité sur laquelle on travaille et avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années et qui évolue à chaque nouveau projet. Puisque chaque nouveau projet est un nouveau challenge, comme on dit, une nouvelle histoire. On ne peut pas répéter ce qu'on a fait la fois dernière. Dans notre bureau, on travaille sur des projets extrêmement différents. L'attente est différente et on n'approche pas les projets du tout de la même manière. Quand un couple vient nous proposer de faire son appartement ou sa maison, c'est un travail avec le couple pour pouvoir comprendre la vie du couple et la personnalité du couple. À partir de la personnalité de 2 personnes, on peut créer un lieu de vie mixte et donnant l'attention pour monsieur, mais donnant l'attention pour madame également. Et puis, il y a les projets aussi très importants qui sont les projets d'hôtel. Travailler sur un projet de palace est une chose particulière, est une concentration particulière.
Évidemment, quand vous travaillez pour un hôtel, l'hôtel a déjà toute son histoire. On veut changer l'histoire, mais on ne veut rien changer. Donc il faut être force de proposition et d'adaptation sur cet endroit pour trouver, pour comprendre l'histoire de l'hôtel. Ici, on se plonge dans l'histoire. Quand ce sont des marques de luxe ou quand ce sont des bâtiments sur lesquels on réadapte une intervention, on fait quelque chose, on cherche l'histoire pour pouvoir trouver des détails et jouer entre le passé et le moderne et l'avenir finalement pour recréer cette intemporalité qu'on essaie de trouver dans tous ces endroits. On part parfois d'un brief, on part parfois de quelques mots pour transformer le palace. C'est une attitude différente. Quand on est client d'un palace, on est d'abord happé par l'accueil, on est pris en charge. Donc en fait, un client doit sentir l'émotion, doit sentir quelque chose, mais n'a pas le temps de voir les détails. Donc c'est travailler sur l'atmosphère, sur l'ambiance et sur la qualité de l'accueil. Quand vous mettez des gens derrière des bureaux bien installés, à un bon endroit pour recevoir des clients, c'est tout ça l'histoire du palace, c'est tout ce qui est invisible. Ce n'est pas nécessairement la décoration, c'est le bonheur du personnel qui travaille à l'intérieur. Et ce bonheur, il va se retrouver sur l'accueil, sur la qualité de l'accueil des clients. Et c'est cette complicité qui existe et c'est cette fidélité qui existe. Et donc, cette fidélité, elle est liée à l'intemporalité du lieu. On ne fait pas des projets non plus pour l'éternité parce que ça change et les modes aussi se fatiguent. Donc on essaie de travailler d'une manière intemporelle sur nos projets. C'est une architecture raffinée, ce n'est pas une architecture clinquante, tape à l'œil, ostentatoire. C'est quelque chose qui est discret mais qui est élégant. Et notre architecture, c'est ça. C'est à chaque fois un moment de concentration. Ce n'est pas quelque chose d'inné, d'arriver dans un endroit et de dire voilà, je vais vous le faire de telle couleur, ça va être rouge, ça va être très théâtral, ça va être... C'est pas comme ça. Nous, on entre discrètement dans l'endroit, puis on est un petit peu comme des éponges, quoi. On prend par capillarité ce qui peut arriver au niveau de l'ambiance. Il faut sentir à mi-mot ce qui n'est pas évoqué. On me pose une question, on me donne un avis, et puis de là, on commence à concevoir. C'est un peu comme un film, c'est un peu comme un opéra. À chaque fois, en fait, on joue avec des notes, avec des couleurs, avec des espaces, et tout se transforme. Et le style se crée finalement au fur et à mesure de cette manière. L'histoire du mobilier est une histoire de curiosité, de passion. J'ai commencé par faire de la peinture, par faire de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Et quand on fait de l'architecture intérieure et qu'on travaille sur des volumes, arrive la nécessité de mettre du mobilier. Donc, l'idée de dessiner du mobilier est arrivée naturellement. Elle a commencé par une marque de luxe où effectivement c'était des vitrines à dessiner pour présenter de la joaillerie. Et là, on ne pouvait pas du tout trouver de mobilier dans le commerce. Donc il fallait vraiment réfléchir à la proportion des plateaux, la proportion des pieds, la hauteur, l'incidence aussi sur le mobilier de table, sur les lumières, sur les lampes à poser. Et finalement, chaque élément dessiné est véritablement pensé pour répondre à une fonction. Dans un appartement, c'est un petit peu la même chose, c'est répondre à une fonction, répondre à une demande, et puis par le questionnement du volume dans lequel on va intervenir. Et puis est arrivée à germer, il y a à peu près 6 ans maintenant, l'idée de créer une société d'édition qui s'appelle Bruno Moinard Édition. Aujourd'hui, on a peut-être 350 meubles en catalogue. À chaque saison, c'est une nouvelle étape de la collection, mais avec un fil conducteur et un sens artistique et une direction artistique qui doit être cohérente
entre les assises, les luminaires, les tables, les tapis. Une chose qu'on sait faire, c'est le mélange des matériaux, les assemblages, les mélanges de carrelage avec des bois, des mélanges de bronze avec des textiles, avec des cuirs. Sur chaque meuble, il y a à peu près 3 ou 4 artisans d'art qui travaillent sur cette opération pour créer le désir, pour créer quelque chose d'unique et puis quelque chose de difficile à contrefaçonner aussi. Un objet, une surface qu'on a envie de toucher, le rendre tactile aussi, le rendre souple, le rendre dur, mais le rendre intriguant pour que ce soit vraiment personnel. Le travail entre l'architecture intérieure et le mobilier est assez cohérent, mais ça nécessite un travail sur des échelles différentes. Grande échelle pour l'architecture et petite échelle pour le mobilier. Et finalement, c'est ce travail qui se fait ici. Autour des mélanges de matières, il y a les proportions. Et puis, chaque meuble est précieux. On a des meubles barres comme ça, qui sont traités à l'extérieur comme un gros bloc de bois avec du carrelage ou un bloc avec de l'ébène ou du crin de cheval. Et puis après, il faut prendre la poignée pour ouvrir et découvrir l'intérieur du mobilier. Et le mobilier, pour moi, c'est toujours comme un joli costume avec une belle coupe. C'est la couture de la doublure ou c'est la couleur de la doublure qui prend son importance et qui donne son effet de surprise et son effet délicat. C'est là où on voit qu'on entre dans l'invisible. L'ensemble est rempli de détails invisibles. Et finalement, si on regarde des tapis, on se rend compte que les tapis ont des colorations, des décolorations, et qui viennent de dessins ou de peintures qui ont été faites. C'est un mobilier en collaboration aussi avec des savoir-faire, en collaboration avec des métiers d'art. Et finalement, on se rend compte que quand on travaille autour d'une table avec tous ces gens, tous ces savants, tous ces génies de la main, eh bien, on propose quelque chose qui va loin, mais en fait, on va encore plus loin parce qu'eux proposent encore des difficultés à ajouter, parce que c'est le plaisir de leur métier. C'est qu'au fond, on est plus comme un chef d'orchestre qui dirige le savoir-faire des différentes personnes et qui fait les arbitrages pour doser les proportions des différents intervenants. Et finalement, je crois que le lien entre tous ces meubles, c'est ce lien de collaboration. C'est ensuite cette volonté de détourner tous les matériaux, de travailler les cuissons des carrelages, de travailler les cuissons des céramiques, de travailler la souffrance du bois, ses rainures, son sablage, son creusage, son remplissage. On remplit de résine teintée, on remplit de matière qui donne des évocations de nature aussi. On peut trouver des vibrations qui joueront aussi avec la lumière. L'essence, c'est toujours le dessin, c'est toujours la première idée. C'est comme en cinéma, faire un storyboard et raconter une histoire. Un projet, c'est une histoire. Dans tous les domaines, il faut rester humble, il faut rester à l'écoute, il faut rester attentif, il faut rester passionné, il faut ne rien lâcher pour arriver à quelque chose dont on est fier et dont tout le monde sera fier. Et au fond, quand vous avez cette satisfaction d'offrir un plaisir à des gens, eh bien, c'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir.